Allez. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je vous préviens aujourd'hui, sur cette session, on va être un peu rock'n'roll parce qu'on va venir un peu disséquer notre cerveau, on va rentrer dedans, essayer de comprendre certains des mécanismes. Avant que je commence, je vous laisse un tout petit peu de temps pour aller chercher de quoi écrire un petit post-it, un doc, un Google, quelque chose, que vous voulez, parce que du coup, apparemment, vous êtes mis à contribution. L'intérêt, ça va pas être juste que moi, en tant que Bertrand, Scrum Master à Zenica, je fasse toute la conf tout seul, mais plutôt que je vous mette un peu à contribution, essayer de faire des expériences pour essayer de vraiment comprendre chacun le sien et que du coup, on puisse un peu découvrir ce qu'on va appeler des biais cognitifs. Yoann en a parlé juste avant, si vous étiez dans la salle. Donc, on va faire une entrée en matière toute douce en termes d'expérience. Je vous demande tout simplement de me donner pour vous qui est le plus triste entre cette tomate ou ce poivron. Alors du coup, Nico, je vais te laisser me donner les réponses en live parce que du coup, je ne vois pas le chat. Pas de problème, je vais compter avec mes doigts. Tu verras, je vous ferai une approximation, ça m'ira très bien. Pour l'instant, nous avons une belle majorité de tomates. Il y a beaucoup de tomates. Ah, je vais devoir du coup en décevoir plusieurs, je pense. Donc du coup, je suis vraiment désolé, mais en fait, la tomate n'est pas triste. C'est un aliment et du coup, un aliment n'a pas de sentiment et ne peut pas ressentir la tristesse. Vous êtes fait avoir. Et ouais, encore une fois, comme avec l'avion, on appelle ça la pareidolie. C'est justement ce qu'on appelle un biais cognitif, qui fait que vous avez une tendance à voir des visages là où il n'y en a pas. C'est aussi ce raccourci que vous allez avoir quand vous allez regarder des nuages et vous allez vous dire, ah, tiens, j'ai l'impression que ça c'est un chien. Ah, tiens, j'ai l'impression que ça c'est un dinosaure. Ben, c'est pareil. En fait, il n'y a pas, je suis désolé, il n'y a pas de chien et de dinosaure dans les nuages, je vous jure. C'est terrible ce qui se passe. Mais donc, du coup, c'est bien, on voit des visages, ça change rien à ma vie, ça c'est vrai. Par contre, les biais cognitifs, eh ben, ça change énormément de choses. Alors pas celui-là, hein, mais d'autres oui. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est un biais cognitif. C'est quelque chose de très simple. Un biais cognitif, du coup, c'est ce qu'on appelle un raccourci du cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, il doit prendre tellement d'informations, faire tellement de choix en même temps, que par moment, il prend des raccourcis pour aller plus vite. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que on soit à la préhistoire, parce que ouais, la préhistoire, c'était vraiment bien d'avoir des biais cognitifs. J'ai un pote, il s'appelle Pierre. Puis Pierre, il marche avec moi, on se balade en forêt, et là, il commence à manger un champignon comme celui-ci. Super. Pierre, il mange ça, et bah, il tombe un peu malade, quand même. Mais bon, la préhistoire, c'est pas une période super fun, hein, je vous rappelle. Donc, quand tomber malade, généralement, on s'en remet pas. Hein. Donc, du coup, moi, qui ai vu Pierre manger ce champignon et tomber malade, bah, lorsque je me promène en forêt, du coup, tout seul, et que je tombe sur un autre champignon rouge, eh ben, je me dis non. Bien sûr que non, je le mange pas. J'ai pas envie de finir comme Pierre. Ça m'intéresse pas. Voilà. C'est un raccourci du cerveau. J'ai assimilé que champignon rouge devenait maladie. Tout simplement. Et alors, on a un peu évolué quand même, parce que maintenant, on est capable de dire que le premier, en effet, il ne faut pas le manger, alors que le deuxième est tout à fait comestible. Cool. Par contre, notre cerveau, bah, il a gardé ce fait de faire des raccourcis. Et honnêtement, vous allez voir, c'est très, très, très pratique dans la vie de tous les jours. Par contre, quand vous allez commencer à avoir besoin de faire des réflexions rationnelles, de devoir réfléchir, de prendre des décisions, et bien à ce moment-là, les biais cognitifs ou ces raccourcis vont devenir quelque chose de néfaste et qui vont peut-être vous faire rater certaines choses. Et pour information, ce qui est bien dans les biais cognitifs, c'est qu'il y en a plein. Et quand je dis qu'il y en a plein, il y en a plein. Donc chaque mot que vous voyez là est un biais. Ne vous embêtez pas à tout lire, on ne va pas tous les passer en revue, on va en prendre quelques-uns et je vais essayer de vous les faire découvrir par l'expérimentation, voir si justement vous êtes touché par ces biais cognitifs. Et rien de mieux que commencer par une petite histoire. Après celle de Pierre, on avance un petit peu. Les grands fans d'avions et de photos reconnaissent immédiatement que l'histoire se passe au temps de la Seconde Guerre mondiale. En fait, à ce moment-là, donc,
On est plutôt côté anglais et les Anglais et les Allemands s'apprécient pas des masses. Et les Anglais décident d'envoyer les avions, une série d'avions, bombarder les lignes allemandes. Donc forcément, les Allemands, ils sont pas fans de l'idée, donc ils vont répliquer sur les avions et ils vont grosso modo en détruire 50%. Voilà, à peu près 50%. Donc les avions reviennent en Angleterre. Et là, imaginez-vous, vous faites partie de l'état-major. Et donc, pour vous, en tant qu'état-major, vous vous dites, c'est quand même embêtant. J'ai pas forcément envie que j'envoie mes pilotes, 50% de mes pilotes mourir, que je perde 50% de mes avions à chaque fois. J'aimerais bien, du coup, blinder un peu plus ces avions, histoire d'en garder un peu plus, quoi, moins de morts et tout ça. Ce serait pas mal. Alors, la première idée, c'est, tiens, on blinde tout l'avion. Comme ça, on est tranquille. Sauf que là, à ce moment-là, l'avion, il décolle plus. Alors, c'est pratique pour un char, c'est vachement moins bien quand tu as un avion, de ne pas pouvoir voler. Donc, du coup, il se dit, enfin, vous dites, vous qui êtes toujours dans l'état-major, on va venir prendre des scientifiques qui vont analyser les avions et qui derrière vont nous dire à quel endroit on va devoir blinder ces avions. Parfait. Tout à fait logique comme idée. Donc du coup, on lance les scientifiques, donc ils font leurs recherches, ils regardent les avions, là où il y a les impacts de balles et tout ça, et ils arrivent de nouveau vers l'état-major, donc vers vous, avec ce croquis. Et ce croquis, c'est tout simplement, les points rouges, c'est les endroits où les avions ont été touchés. Donc là, en tant qu'état-major, vous vous dites, parfait, allons-y, on blinde. Là où il y a les points rouges, évidemment, c'est là où on a pris les balles, c'est là où on ne peut pas se permettre de ne pas être blindé. Donc c'est c'est le choix en tout cas qu'a fait l'état-major de l'époque, jusqu'à ce qu'une personne, un homme dans la salle, se lève, un scientifique qui s'appelle Abraham Wald, et qui dit, mais il y a un petit problème, c'est-à-dire que là, en fait, ce groupe de scientifiques, ce qu'ils ont sorti, c'est très vrai, c'est très bon. En effet, il y en a bien été touché là où il y a les points rouges. Par contre, on a pu analyser que les avions qui sont revenus en Angleterre. On n'a pas pu aller jusqu'en Allemagne pour voir les avions qui se sont écrasés. Enfin, toujours parce qu'ils s'aiment pas trop à cette époque-là. Et donc, du coup, à ce moment-là, l'état-major dit, mais oui, en fait, tous ces points rouges, ce sont les endroits où on ne doit pas blinder. C'est les endroits où c'est safe. Et donc, si vous regardez un peu les points blancs, on va venir toucher plutôt les réacteurs. C'est là qu'on va venir blinder. Peut-être que vous avez pensé la même chose que du coup cet état-major, c'est ce qu'on appelle le biais cognitif du survivant. Le biais cognitif du survivant, c'est justement d'oublier une partie du groupe qu'on doit venir analyser pour prendre une décision ou pour se projeter. Et il y a un endroit, on va dire dans le monde un peu plus moderne, parce que bon, moi en tout cas, j'ai pas fait la Seconde Guerre mondiale, je suis trop jeune, désolé. Mais en tout cas, un truc où moi j'ai participé et où mon biais du survivant, il est un peu trigger, il est un peu appelé, c'est ce qu'on appelle des conférences. Et c'est génial que vous y êtes. Imaginez que je donne une conférence sur moi en tant que Scrum Master, grâce à un baby-foot, grâce à de la bonne humeur et à de la qualité, j'ai pris une équipe et je l'ai passée de en difficulté à top performante. Parfait. Vous écoutez la conférence, j'arrive à vous convaincre, vous dites parfait, vous arrivez en entreprise, vous mettez le baby-foot, vous mettez le fun, la qualité, et votre équipe, elle est toujours pas performante. C'est très simple. C'est parce que vous êtes fait avoir par ce biais du survivant. C'est-à-dire que dans la conf que je donne, et que du coup, je vous dis que ça a marché, vous ne voyez pas toutes ces personnes qui, eux aussi, ont mis un baby-foot, eux aussi ont mis du fun ou de la qualité, et qui n'ont pas réussi à aller sur l'équipe performante. Vous ne voyez que ceux qui ont réussi. Vous ne voyez que les avions qui ont réussi à revenir en Angleterre. Donc maintenant que j'ai descendu les conférenciers comme moi, parfait, testez les choses. Ne prenez pas pour acquis ce qu'on va vous dire. D'accord? Et ça, c'est très réel. Allez dans les TEDx et vous allez voir, il y a un TEDx très pointu dessus qui est très intéressant. Bon, super. On a vu le biais du survivant. J'ai fait ma petite parenthèse sur les conférenciers. Bon, partons dans une autre histoire et cette fois, vous allez être mis à contribution. D'accord? Je vais vous demander d'imaginer, mise en situation, tout ça, vous êtes CEO d'une entreprise. Cette entreprise, elle fait des drones, des super drones. Voilà, il y a beaucoup d'argent qui apparaît. En effet, c'est normal, vous avez déjà mis 9 millions d'euros dans votre projet. Ce projet, pour créer un drone qui est révolutionnaire,
et qui franchement va tout changer dans le monde du drone. Parfait. Bonne nouvelle, il vous manque qu'un seul million à mettre et vous êtes déjà à 90% du projet de terminer. Donc parfait, 1 million, 10% à faire, on est bien. Et là, pas de chance, le concurrent vient sortir un drone plus efficace, de meilleure technologie et moins cher que vous. Je vous demandais du coup dans le chat de me dire, est-ce que vous mettez le million d'euros pour finir le projet? Et du coup, Nico, je te demande juste une tendance, est-ce que c'est plutôt oui ou plutôt non? Je compte encore sur mes doigts ou sur mes cheveux. J'en ai à peu près le même nombre. Ah, moi, j'ai plus de doigts. Ah, j'ai envie de dire, ça ressemble à du 50-50. Ah, intéressant. Peut-être un petit peu plus de 8 sur la fin. Allez, Il y partons a sur carrément Thomas qui nous dit qu'il achète les concurrents avec le million. Ah, oui, il y a trop d'argent, Thomas aussi. Ça, est trop fort. Ok, bah on va partir sur un oui, mais un petit oui. Ok. Oui, un petit. Prenons une situation très similaire. Vous êtes toujours CTO ou patron d'une entreprise qui fait des drones. Vous voulez toujours faire un drone top révolutionnaire. Et cette fois, en plus, vous n'avez besoin que d'un seul million pour faire ce projet. Donc le projet n'est pas commencé. Vous n'avez rien fait encore. C'est juste une ébauche. Vous souhaitez le faire. Et là, au moment de prendre la décision, la veille de prendre la décision, vous avez le concurrent, le même concurrent, il nous tire dans les pattes depuis tout à l'heure, on n'en peut plus, qui décide de sortir encore une fois un drone bien meilleur que le nôtre, dans tous les aspects. Je vous repose la même question. Est-ce que vous mettez ce million d'euros pour faire ce projet? Alors, il y a une majorité de non. Une majorité de non. C'est très intéressant parce que finalement, la question, c'est la même. Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes prêt à mettre 1 million d'euros pour faire un drone moins performant que le concurrent dans les deux cas de figure? Alors du coup, qu'est-ce qui fait que on a un peu plus de oui sur le premier et une majorité de non sur le deuxième? Eh bien, je pense que dans vos têtes, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais en même temps, on a mis 9 millions déjà. On va quand même finir. Parce que je vais essayer de rentabiliser. Je vais essayer, en mettant ce million, de pouvoir rattraper une partie de ces 9 millions. » Ce qui est compréhensible. Et donc, du coup, dans la deuxième situation, vous auriez dû mettre le million aussi. Parce que du coup, vous auriez pu faire de la marge. Si vous comptiez rattraper 9 millions, dans ce cas, vous auriez pu faire 9 millions de bénéfices. Et bien ça, c'est de nouveau un problème qu'on a dans notre cerveau. Et celui-là, c'est un des pires, je ne vais pas vous mentir. C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que quand on va venir prendre une décision qui est censée être rationnelle, donc là, mettre de l'argent, faire travailler des gens, sortir un produit et essayer du coup de produire de la monnaie derrière. On va venir prendre des choses qu'on a mis en avant, qu'on a mis avant et qu'on a pu. C'est-à-dire que si vous continuez ou arrêtez le projet, ces 9 millions, vous ne les avez plus. C'est fini. Vous devez en fait prendre la décision de, aujourd'hui, avec les informations que j'ai sur la table, mettre 1 million et mon concurrent qui vient de sortir quelque chose de mieux, est-ce que j'y vais? Je peux vous donner un autre exemple qui peut paraître beaucoup plus cru, mais qui veut dire exactement la même chose. Pendant la guerre au Vietnam, il y a eu des politiciens qui ont dit « Nous ne pouvons pas arrêter la guerre, car sinon toutes les personnes qui seraient mortes là-bas seraient mortes en vain. » C'est incroyable. Si je décortique ça en tant que logique, je suis en train de dire « Je dois envoyer des gens mourir, parce que sinon ceux qui sont morts, ils sont morts pour rien. » C'est faux. Ces personnes-là, elles sont mortes. C'est pas à partir de ça que notre décision rationnelle, elle doit être prise. C'est vraiment à partir de « Tiens, j'ai cette information là maintenant, j'ai cette deuxième information, qu'est-ce que je fais ?» Alors, si ça vous intéresse, sur celui-là, il y en a plein, des petites expériences comme ça à jouer. Si jamais on se croise dans la journée, n'hésitez pas et on peut les jouer entre nous, tout simplement.
Le plus important, regardez-le parce que celui-là, il est très présent en entreprise. Oui, mais on va pas arrêter ce projet, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. Alors qu'on sait que ça va nous coûter de l'argent inutile. Non, mais tu comprends, j'ai déjà mis autant d'argent sur la table, je dois continuer. Ok. C'est moi qui ai pris cette décision, donc je dois assumer. Voilà, c'est tous les trucs. Tout ce que vous avez fait dans le passé, c'est fini. Maintenant, ce qui compte, c'est le présent et le futur quand vous prenez une décision. Et ça, c'est très, très compliqué. Et je dois vous le dire, mais je le répéterai de nouveau, le problème avec les biais cognitifs, c'est que même si on est au courant, on va continuer à faire ces erreurs. Et il va falloir mettre des choses en place pour les éviter. Mais vous verrez, Johan en a un peu parlé dans la conf juste avant. Donc ça, c'est une deuxième petite expérience. Donc, on a vu le biais du survivant par rapport aux conférences. On a vu le biais des coûts irrécupérables vis-à-vis de tout ce qui est souvent argent et énergie qu'on met dans les projets. Je vous propose d'en découvrir un troisième. Et celui-là, on va aller le décortiquer un peu plus. Et c'est là où vous allez avoir besoin de vos post-it. Nous allons jouer en 2 étapes. Je vais vous donner une première expérience que je ne vais pas débriefer tout de suite. C'est pour ça que vous avez besoin d'écrire. Et en fait, lors de la deuxième, on va venir débriefer les deux en même temps, car on va être sur le même biais cognitif. Ça peut être très intéressant que je vous donne la réponse avant, et du coup, ça sera beaucoup moins fun. Alors, cette expérience, vous imaginez devant vous, sur votre table, vous allez avoir 4 cartes. La première carte, c'est une carte côté chiffre, avec un 1 dessus. Donc, on est au recto, on a un 1. La deuxième carte, qui est toujours côté recto, on a un 8. Par contre, vous allez avoir ensuite 2 cartes retournées, donc côté verso. Donc vous ne voyez pas le chiffre qui est écrit de l'autre côté, et vous voyez du rouge et du vert. D'accord? Je vais vous demander de choisir là ou les cartes que vous souhaitez retourner pour vérifier une règle que je vais vous donner tout de suite. La règle, c'est très simple. Si j'ai un chiffre pair, donc pair, hein, c'est 2, 4, 6, 8, et que je retourne cette carte, alors j'ai forcément du rouge. Je vous la remets en écrit si jamais ça peut vous aider. Si vous avez un chiffre pair sur le recto, alors la couleur est rouge sur le verso, donc quand je retourne. Et je vais vous laisser un peu de temps pour décider si vous retournez 1, 2, 3 cartes. Alors évitez de me dire je retourne toutes les cartes. Oui, d'accord, vous aurez raison, mais c'est pas très intéressant du coup. Donc choisissez le moins possible, le moins de cartes possible pour vérifier que la règle est vraie. Je vous laisse un peu de temps. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous n'avez pas bien compris la règle ou les explications, et je réexplique différemment. Ce serait dommage de passer à côté de l'expérience parce que je n'ai pas été clair, et parce que chacun comprend les choses de manière différente. Et donc, Nico, je compte sur toi pour me dire si je dois réexpliquer. Oui, je pense que tu devrais expliquer. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas tout compris. Ok, je recommence. Il n'y a aucun souci. Vous avez 4 cartes devant vous. Vous en avez 2 qui sont côté chiffres, donc ça veut dire que derrière, vous avez de la couleur, et 2 qui sont côté couleur. Donc de l'autre côté, vous avez des chiffres. Donc derrière la rouge, vous pouvez avoir de 1 à 5000, derrière la verte, pareil, et du coup, derrière la 1 ou la 8, vous avez du rouge ou du vert. Voilà. Maintenant, j'ai posé une règle qui s'appelle si j'ai un chiffre pair, donc 2 par exemple, si je retourne cette carte, la couleur au dos sera forcément rouge. D'accord? Je retourne une carte paire, j'ai du rouge. Très bien fait avec des cartes de tarot, mais l'arrière des cartes de tarot sont toutes de la même couleur, donc ça ne marche pas super. Je laisse encore un peu 30 secondes de réflexion. Puis après, on va passer à l'autre expérience. Notez bien sur un post-it ou sur un doc les réponses là ou les réponses que vous voulez donner. Ça nous être utile plus tard.
On continue? Nouvelle expérience. Alors, je suis extrêmement désolé par avance pour cette expérience, mais on va faire un peu de maths. Pas beaucoup, c'est promis. C'est un jeu. Cette expérience, normalement, c'est un jeu, donc vous pouvez, une fois que vous avez l'expérience, vous allez pouvoir le faire avec n'importe qui. C'est-à-dire que je prends une règle en tête, un peu comme tout à l'heure, j'ai une idée. Et avec cette idée, je vais pouvoir créer un triplet de nombres, qui est celui-ci. Donc, je refais, je suis en train d'imaginer quelque chose, et avec ce quelque chose, ça va me permettre de sortir un triplet. 2, 4, 6. Et là, je vais vous demander de sortir des triplets pour essayer de trouver ma règle. Et donc, moi, je vais vous dire, le triplet que vous me donnez, est-ce qu'il correspond à ma règle ou est-ce qu'au contraire, il ne correspond pas à la règle? D'accord? Donc, imaginons que vous me proposiez, je ne sais pas moi, 1, 3, 5. Et ben, je vous dis, est-ce que ça, oui, ça correspond à ma règle ou non, ça ne correspond pas? Pour un petit souci technique, pour ne pas tuer Nico à la tâche, quand même, j'ai préparé des triplets à l'avance. D'accord? Et je vais vous demander de choisir un triplet que vous souhaitez proposer. Je vous montre les 3 triplets que vous avez à votre disposition pour essayer de deviner la règle que j'ai en tête. Vous allez poser des hypothèses. Donc, soit vous me proposez d'abord le triplet A, qui est 12, 8, 6, le triplet B, qui fait 10, 12, 22, et le C, qui fait 14, 16, 18. Je vous rappelle que 2, 4, 6 correspond. Si vous me proposez 2, 4, 6, je vais forcément vous dire oui, mais du coup, on ne va pas avancer. D'accord? Donc, du coup, je vous propose de noter sur votre post-it toujours si vous souhaitez proposer le triplet A, le triplet B ou le triplet C. Et là, je connais l'expérience, je sais à quel point elle est compliquée. Je recommence mes explications, mais autrement, avant que vous spammiez le chat. Dans ma tête, j'ai créé une règle, une toute petite règle mathématique, qui, grâce à cette règle mathématique, je vais pouvoir sortir des triplets de nombres. Donc 3 nombres à chaque fois. Et ces 3 nombres vont toujours respecter un ordre de manière à ce que ça respecte la règle. D'accord? Là, l'intérêt, c'est pas de venir dire bah, je pense que ta règle c'est ça, ta règle c'est ci. C'est de venir proposer d'autres idées, d'autres triplets de nombres qui correspondent, oui ou non, à la règle que j'ai en tête. Et c'est moi qui vais vous dire si vous avez raison ou non. J'espère que c'est plus clair. Si c'est toujours pas plus clair, il faut le dire. Je l'explique encore autrement. Ça a l'air d'être clair, les gens répondent. Alors c'est cool si vous répondez dans le chat. N'hésitez pas à le noter sur un post-it parce que pour que ce soit intéressant, on va faire 3 itérations. Donc vous avez proposé 3 triplets. D'accord? Grosso modo, je pense que à ce moment-là, vous avez posé sûrement des hypothèses. Vous avez dit, tiens, j'ai choisi la B parce que j'ai remarqué que si vous prenez mes 2 premiers chiffres, 2 et 4, ça donne 6. Très bien. Donc, premier chiffre plus le deuxième donne le troisième. Et vous avez raison, ce triplet correspond à ma règle. L'hypothèse, on ne sait pas encore, mais le triplet correspond à ma règle. Il est possible que vous avez plutôt choisi la réponse C, par exemple, et que vous avez dit, bah tiens, à chaque fois, je fais plus 2. C'est-à-dire que 2 plus 2, 4, plus 2, 8. 12 plus 14, 12 plus 2, 14, plus 2, 16. Pareil, 14, 16, 18, et ainsi de suite. Ça, c'est l'hypothèse 2. En effet, la réponse C correspond à la règle que j'ai en tête. Donc, si vous me proposez la réponse C, je vous dis oui, en effet. Ceux qui ont répondu la A, je ne sais pas trop quelle hypothèse vous avez pu poser, parce que je vais être au regret de vous annoncer qu'elle ne correspond pas du tout à la règle que j'ai en tête. Ça marche? Deuxième itération, on refait exactement la même chose. Je vous propose 3 nouveaux triplets. Et vous me proposez soit la D qui est 5, 7, 9, soit la E qui est 3, 5, 8, ou encore la F qui fait 3, 112 et 7. Pareil, je vous laisse noter, vous pouvez l'écrire dans le chat aussi, mais notez-le bien sur un post-it en même temps. Sur un malentendu, j'arriverai à avoir l'air intelligent après. C'est pas gagné. Donc D, E ou F, en fonction de l'hypothèse que vous avez choisie.
Et on passe à la troisième itération, la dernière. Alors, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, les bonnes réponses étaient du coup, si vous m'aviez proposé les triplés, à la réponse D, à la réponse E, je vous aurais dit oui. Par contre, le 312,7 ne correspond pas à la règle que j'ai en tête. Donc, dernière itération, vous avez le droit à 0 de 4, 0 de 2 et 1 de 11. Je laisse un peu de temps de réflexion encore. C'est la dernière itération. Alors, le triplet qui ne correspond pas à la règle que j'ai en tête, il se trouve que cette fois-ci, c'est la réponse H, 0, 2, 2. Alors pourquoi? Pourquoi ça? Je vais peut-être vous donner déjà la règle que j'ai en tête pour commencer, avant de commencer les explications. La règle que j'avais en tête, c'est tout simplement n'importe quelle suite strictement croissante. Donc, strictement croissante veut dire que du coup, le deuxième chiffre est forcément supérieur au premier et le troisième est supérieur au deuxième. 0 de 2 ne fonctionne pas parce que 2 est égal à 2. Ouais, c'est intellectuel, des fois. Et donc, du coup, ce n'est pas strictement croissant. Alors, je vous demande de répondre dans le chat un petit peu qui aurait pris l'hypothèse de tiens, à chaque fois je fais plus 2, donc je fais 14 plus 2 ça donne 16, plus 2 ça donne 18, ou 2 plus 2 ça donne 4, plus 2 ça donne 6, et qui par hasard aurait répondu les réponses C, D et G. Est-ce qu'on a du monde? Si vous avez répondu autre chose, n'hésitez surtout pas à le dire. Oui, il y a pas mal de personnes qui avaient apparemment fait cette conclusion. J'en ai au moins une petite dizaine, quinzaine. Ah, quand même. Il y a du monde. On va tester l'autre hypothèse qu'on avait posée. Donc, on avait posé le fait que le premier nombre plus le deuxième donnait le troisième. Donc, par exemple, 3, 5, 8. 3 plus 5, ça me donne 8. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris cette hypothèse-là et qui, par hasard, seraient allés chercher les triplés B, E et H? Pareil, si vous avez choisi d'autres triplés à proposer en ayant choisi cette hypothèse, dites-le. C'est vachement intéressant aussi. Alors, il y a un petit peu plus de personnes. J'ai un tout petit peu plus de personnes qui sont dans ce cas-là. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. C'est intéressant. Comment ça se fait que du coup, là, on est en plus à distance, donc je peux pas, je m'appelle pas Big Brother, je ne sais pas ce que vous avez écrit sur vos post-it ou sur ce que vous avez noté. Donc, comment ça se fait que du coup, je sois capable de deviner que vous avez choisi CDG ou BEH? Je vous le dis tout de suite, je ne les ai pas choisis au pif en plus. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, et là, si Johan est dans la salle, il va se dire, j'en ai parlé juste avant, on appelle ça le biais de confirmation. Qu'est-ce que le biais de confirmation? C'est tout simplement, on va poser une hypothèse et on va chercher toutes les informations qui vont valider cette hypothèse. Et on va oublier de regarder un peu de côté. C'est-à-dire que si vous vouliez valider qu'en effet, c'est 2 plus 2, enfin 2 plus 4 plus 6, parfait. Première fois, vous proposez celui-là. Je vous dis que ça correspond à la règle. Pour vérifier que ma règle correspond bien à plus 2 à chaque fois, il aurait fallu proposer un autre triplé. Quelque chose de différent. Vous allez voir une idée un peu de l'autre côté. C'est la même chose. Pour vous donner un exemple plus concret sans parler de maths, imaginons, je vais parler politique, j'aime pas parler politique dans les conférences, mais là du coup je fais une toute petite parenthèse. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui est plutôt de gauche. D'accord? Eh bien, vous allez avoir tendance à lire plutôt des magazines ou des journaux de gauche. Des choses qui vont aller dans votre sens, dans les informations que vous connaissez dans votre bulle. Et très peu, du coup, des journaux de droite. Alors, pas tout le monde, évidemment, mais majoritairement. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et pour aller plus loin, pour expliquer le biais de confirmation, on va utiliser les cartes qu'on a vues juste avant. Le 1, le 8, le rouge et la verte. Alors, la réponse, on n'a pas entendu, ou la carte 8 et la carte verte. Alors, je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir répondu à la carte 8. Ça, j'y crois. Regardez sur vos post-it et je vais vous expliquer pourquoi la carte verte. Avant ça,
Je vais faire un tout petit peu de logique et vous expliquer pourquoi ça ne peut pas être la une ou la rouge qu'il faut retourner. Tout simplement parce qu'on est en termes de logique dans de l'implication. Donc, si je mange mon gâteau, alors mon gâteau est mangé. D'accord? Si je ne mange pas mon gâteau, bah, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne l'a pas mangé. Donc, il peut très bien être mangé, mon gâteau. Bah, c'est pareil. C'est-à-dire que si je retourne la carte 8 ou la carte 1, je vais commencer par la 1. Je retourne la carte 1, j'ai du rouge, ça ne veut pas dire que ma phrase, elle est vraie. La phrase, c'est bien, derrière un chiffre pair, il y a du rouge. Donc, du coup, on est toujours bon si on trouve du rouge derrière la carte 1. Pareil, si on retourne la rouge et qu'on tombe sur un chiffre impair. Mon gâteau, il est mangé, ça ne veut pas dire pour autant que c'est moi qui l'ai mangé. On ne sait pas. Par contre, pourquoi la carte 8 et pourquoi la carte verte? Alors, la carte 8, c'est très simple. Si j'ai du pair, derrière j'ai du rouge. Forcément, je retourne la 8 pour voir si derrière il y a du rouge. Parfait, j'ai raison. Ceux qui ont juste répondu à la carte 8, vous vous arrêtez à ce moment-là. Si vous avez répondu à la carte verte aussi, et ben c'est là où ça devient très intéressant parce que je retourne la carte verte et là j'ai du pair. Et là, du coup, je peux affirmer que la phrase, elle est fausse. Derrière un chiffre pair, il n'y a pas toujours du 8, parce que derrière, il n'y a pas toujours du rouge, pardon, parce que derrière ce 6, j'ai du vert. Voilà. Et c'est ça le biais de confirmation. Et le biais de confirmation, il est génial, parce que on va venir très rapidement prendre des décisions et on va très vite chercher des trucs qui nous arrangent sans jamais aller chercher des trucs à côté. C'est vachement pratique. Quand je dis que c'est pratique, je vous donne un exemple de la vie courante. Je suis habillé, je vais partir au boulot, et à ce moment-là, je ne retrouve pas mes clés. Elles ne sont pas dans mon jean. Bon, bah, je mets une hypothèse qui est, elle doit sûrement être, mes clés sont sûrement dans mon ancien jean, celui que j'ai changé, que je portais hier. Voilà, hypothèse. Qu'est-ce que je fais avec le biais de confirmation? Je vais tout de suite vérifier dans mon ancien jean. Si vous voulez ne pas être dans le biais de confirmation à ce moment-là, bah, vous allez devoir regarder dans votre frigo, sous le pain, dans vos Tupperware, derrière la télé, et seulement à la fin, regarder dans le jean. On va pas se mentir, c'est pas super pratique. Donc voilà, donc le biais de confirmation, dans des petits moments comme ça, c'est génial. Par contre, si jamais vous allez chercher des réflexions plus importantes, est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est sur ce projet que je dois aller? Et bien à ce moment-là, ne cherchez pas que est-ce que c'est la bonne idée? Et en parlant de ça, je vous propose un dernier petit jeu. Après, je vous apprends des trucs carrément, promis. Je vous propose de proposer. Malin, Bertrand. Donnez-moi un outil qu'on adore dans l'informatique et qui permet l'apparition de ce biais de confirmation. Donc, on va poser une hypothèse et on va tout faire pour chercher que les informations qui la valident. Je vous laisse écrire dans le chat vos idées, par exemple. Et il y en a un, j'en cherche un en particulier. Parce que sinon, je vais galérer sur mes slides. Parce que vous devez avoir des idées qui ressortent. Ce serait trop bien. Non, vous n'avez pas d'idée. Alors, j'ai perdu une Alors, j'ai Facebook, j'ai les réseaux sociaux, ouais. j'ai les KPI, pas mal. Ah, intéressant. Ouais. La télé, les stars GitHub. Ouais. Et si on reste bien dans l'informatique, parce que les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est la même chose que sur les journaux. Je fais le petit parallèle, c'est-à-dire que si vous avez à avoir certaines façons de penser, par exemple, j'en sais rien, sur le vaccin, Facebook va vous donner des articles qui, du coup, vont aller dans le sens de votre façon de penser. Et donc, en effet, vous allez bien alimenter votre biais de confirmation. Et si on reste dans les équipes, au niveau des équipes, des outils qu'on adore utiliser dans nos équipes, en informatique. J'ai les outils de test du test unitaire, Jira, Postman aussi. Ouais. Les tests unitaires, c'est très intéressant. C'est pas celui-là que je cherche, mais à chaque fois, il ressort et je l'adore. En effet, si jamais dans les tests unitaires, vous testez que les choses qui fonctionnent, donc ça doit marcher comme ça, et vous ne mettez pas ça ne doit pas marcher ainsi, et bien dans ce cas-là, vous allez toujours rester dans votre biais de confirmation. Pensez à tester les choses à côté. Il y en a un qu'on adore. Lorsque on a une idée sur une techno, sur une nouvelle orga,
sur des nouvelles façons de penser et tout ça. On aime bien prendre un POC. Alors, le POC, ça y est, tu as réussi, tu as réussi à les avoir, le POC. Alors, j'ai même un SPOC. Ah non, pardon, un POC. un POC. Exactement. Le proof of concept. Tout est dans le nom. C'est-à-dire que vous allez bien venir prendre une idée de techno. Tiens, cette techno, elle est géniale. Et dire, bah, je vais partir. Tiens, toi, développeur, toi qui es le tech lead, c'est mon tech lead qui le fait. Et ben, du coup, tu fonces dessus et tu vas venir développer un petit truc pour montrer que ça marche. Parfait. Pour montrer que ça marche. Tout est dedans. Alors, le POC, rassurez-vous, il y a des moyens de le faire mieux. Et du coup, sans ce biais de confirmation. Le problème du biais de confirmation, en fait, c'est qu'aujourd'hui, si vous restez dedans, vous allez voir que les trucs bien. Si vous n'allez pas chercher les trucs qui sont à côté, vous les découvrirez du coup dans 2-3 ans, au moment où vous allez mis tellement d'énergie que vous allez devoir faire une V2 et donc tout recommencer. Et alors, comment on fait justement un POC avec moins de biais de confirmation, mais même moins de biais cognitifs de manière générale? Et là, j'ai l'impression de citer Johan, mais il a sorti la moitié de ma conf dans les 5 dernières minutes de la sienne. La première idée, c'est de se mettre en groupe. C'est-à-dire que des biais cognitifs, il y en a plein, et chacun est touché par ses biais cognitifs. Là, je vous ai sorti des biais cognitifs qu'on retrouve chez beaucoup de monde. Les coûts irrécupérables, le biais de confirmation, c'est ceux qu'on retrouve beaucoup chez les gens, mais il y en a d'autres. Il y a le biais de hiérarchie, par exemple. Quand c'est le chef qui dit quelque chose, je pars du principe que c'est vrai. Et d'autres personnes ne sont pas touchées par ce biais. Donc, ce qui est intéressant quand on est en groupe, c'est que chacun va avoir ses propres biais, et du coup, on va pouvoir avancer. Parce que du coup, on va à un moment se challenger. La deuxième idée pour le POC, et celui-là, il est vraiment tagué biais confirmation, c'est justement se poser la question pourquoi ce ne serait pas une bonne idée. Cette techno, je veux faire du Rust parce que c'est à la mode, cool, parce que c'est trop bien en air de perf, cool. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de faire du Rust dans mon environnement, dans mon contexte? Voilà. Et j'écris pourquoi. Et vous allez chercher. Vous allez chercher à prouver que ça ne marche pas. Vous allez chercher à prouver que ça marche. Et avec les deux informations, vous allez pouvoir avoir quelque chose de bien plus sympa. Et après, il reste 3 choses à faire, qui du coup sont plus sur les biais cognitifs de manière générale. La première, c'est d'exprimer les désaccords. C'est-à-dire que voilà, je l'ai dit, chacun a ses biais cognitifs. Bah tiens, j'ai la personne en face qui me dit, le chef, il a dit que c'est ça, donc ça doit être bien. Moi, je suis moins touché par celui-là. Je fais, attends, c'est pas sûr. C'est pas parce que c'est lui qui l'a dit. Moi, j'imagine d'autres idées. On les exprime, on les note, on écrit. C'est important. Une fois qu'on les a exprimés, on va venir les discuter. D'accord? On ne dit pas juste, non, je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord. Et non, je ne sais pas, ce chef-là, c'est vrai qu'il a souvent raison, mais techniquement, c'est vrai que ça fait 4-5 ans qu'il a pu toucher à de la technique, ça bouge vite, et du coup, ce serait peut-être temps de penser à d'autres façons de voir, par exemple. Et ça, pareil, on l'écrit, ce qui va nous permettre d'avancer ensuite. Et une fois qu'on a exprimé ces désaccords, qu'on en a discuté explicitement, il nous reste un dernier truc qui est de poser des critères. Et j'ai remis explicite, comme ça va être celui d'au-dessus. C'est super important. Vous les posez avant de partir sur le POC. Prenons un exemple. Aujourd'hui, je suis en mission chez Decathlon et on travaille sur du mobile. Voilà, jusque-là, c'est vrai. Le reste, c'est fictif. Imaginons qu'on décide de prendre une nouvelle techno et qu'on veut faire un POC dessus. On trouve la techno. Les avantages de cette techno, ce qu'on veut, c'est que, grâce à cette techno, nos applications elles aient des meilleures performances. 2, on a de l'Android et de l'iOS, donc on veut qu'en développant qu'une seule fois, parfait, ça va venir partir sur de l'iOS et sur de l'Android sans avoir besoin de faire du natif. Et 3, on voudrait qu'il y ait un mode debug. Grâce à cette techno, il peut y avoir un mode debug, donc ça nous permettrait d'être bien plus précis dans nos devs. Cool. On lance le POC, on cherche pourquoi c'est une bonne idée, pourquoi c'est pas une bonne idée, on avance, et là on a un compte rendu à la fin, quelle que soit la manière dont vous présentez le compte rendu, qui dit, en effet, on a des meilleures perfs. En effet, on va pouvoir développer sur iOS et Android sans faire de natif, c'est parfait. En plus, on a trouvé d'autres trucs, c'est open source, parfait, trop bien. Ça va nous coûter moins cher en plus, imaginons. Et on a trouvé que grâce
à cette techno, on va pouvoir toucher plus de versions d'Android. Génial. Là, comme ça, on a envie de dire oui tout de suite. Ça a l'air génial. Pas petit problème. On avait décidé que cette techno, elle était bien s'il y avait un mode debug, pour être plus précis dans nos devs. Et c'est pas présent. Et pourtant, c'était un de nos critères explicites. Ça veut dire que c'est peut-être pas cette techno qu'on doit prendre. Parce que peut-être que oui, sur les 6 mois qui arrivent, on va être ultra performant, mais que sur les 6 prochains mois, les 6 mois d'après, voire l'année d'après, les 2 ans d'après, eh ben, on va commencer à galérer. On va plus réussir à sortir des devs correctement, on va commencer à faire n'importe quoi, on va détruire nos perfs nous-mêmes, et donc finalement, on va devoir refaire du natif pour l'iOS et de l'Android. Voilà, dommage. Mais comme on a posé ces critères explicites, on ne part pas sur cette solution en mode « ouais, c'est bon, on a vérifié, c'est tout bon ». Voilà mes conseils pour faire des POC. Et VIDIC, je l'ai déjà vu. J'ai même déjà essayé d'influencer pour qu'il fasse ces étapes-là. On m'a dit non, il n'y a pas besoin. Je vous garantis qu'on est à 6 mois après et qu'aujourd'hui, les gens galèrent. Je ne peux pas vous donner non plus tout parce que ça reste un client et que du coup, je ne veux pas les descendre parce que c'était juste, c'est pas de leur faute à ces personnes-là. Elles n'ont pas voulu le faire de manière malveillante en voulant détruire justement le projet. C'est juste qu'ils se sont fait avoir par un de leurs raccourcis de cerveau et qui du coup ont fait une erreur de rationalité derrière. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Voilà pour moi. J'espère que vous avez pu voir dans cette conférence qu'il existe beaucoup de choses que notre cerveau, même s'il est génial, parfois fait de manière pas super et qui du coup nous pénalise. On a vu vraiment, si jamais vous êtes intéressé, regardez vraiment le biais de confirmation et les couilles récupérables. Petite anecdote, je crois que j'ai encore un peu de temps, donc j'en profite. Le biais de confirmation, le jeu des cartes, je l'ai fait avec un ami qui connaît le biais de confirmation et il s'est quand même trompé. Et à la fin, il a dit « mais je suis trop bête, je le savais en plus ». Je viens vous montrer que du coup, le cerveau, on ne peut pas contrôler ça. Et du coup, il faut bien écrire les choses, poser les choses, être en groupe, se mettre à plusieurs. D'accord? Et ces deux-là sont très importants, donc cherchez-les si ça vous intéresse, renseignez-vous. Surtout le coup irrécupérable, traînez vos oreilles dans vos projets, vous allez voir que vous allez en entendre plein de fois. Non, mais arrête cette US, non, mais c'est bon, ça fait 2 jours que je bosse dessus, je vais pas m'arrêter avant la fin. Ah, dommage. Voilà, merci à vous, j'espère que vous ferez des meilleurs POC maintenant. Et du coup, si ça vous intéresse de jouer d'autres petites expériences comme ça sur, par exemple, les coups irrécupérables, eh ben, n'hésitez pas à passer me voir tout au long de la journée. Voilà, je suis à votre entière disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Super timing. Si les gens ont des questions, ils peuvent les poser ou dans le chat ou activer leur micro et te la poser directement. Alors là, j'en ai un. Existe-t-il des exercices pour s'entraîner à détecter les biais? Alors, il en existe. Généralement, c'est fait à plusieurs et ça va dépendre du biais que tu as. Mais moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une équipe avec des gens qui osent se dire les choses et qui vont te balancer une petite pique. Et quand tu prends une petite pique du genre, ouais, bah, c'est parce que c'est le chef qui le dit, là, il y a un truc. Après, vraiment savoir quels sont tes biais cognitifs à toi, c'est très compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup et par moments, ils vont venir se croiser. C'est plus un peu par-ci, par-là. Tiens, je suis en groupe, quand je suis le dernier à parler, bah, j'ai tendance à me ranger autour du groupe. Voilà. Et c'est vraiment de l'analyse et de l'introspection ou avoir quelqu'un qui justement s'y connaît en biais cognitif dans ton équipe et qui va pouvoir te dire hey, t'as vu comme ça, c'est comme ça que tu réagis, c'est un peu étrange. Ok, merci. Alors moi j'en ai un petit sur mon smartphone, c'est un niveau à bulles et ça me permet de détecter les biais, mais c'est pas tout à fait les mêmes biais. Une autre question, comment tu détectes les biais cognitifs chez quelqu'un et comment tu le gères chez cette personne? Très intéressant. Alors, comment je les détecte? Quand je suis en entreprise, par exemple, je passe beaucoup de temps à écouter les gens discuter, à entendre les gens parler. Et du coup, sur certains réflexes de termes, je me dis, tiens, ça, je pense que ça fait écho à ce genre de biais cognitif. Je vous reprends hein, l'un des plus simples à trouver, c'est les coups irrécupérables. S'il dit, non, mais je peux pas faire ça parce que j'ai déjà mis d'énergie, parce que j'ai déjà payé, parce que quelque chose, bah, généralement, il y a quelque chose. Vous êtes pas mal dessus. Et à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez d'en parler directement avec la personne en disant, attends, tu dis ça, mais coup irrécupéraux, par exemple,
Ça, c'est déjà passé. Tu es sûr qu'on doit vraiment le faire parce qu'on va peut-être pas récupérer ces 9 millions. On les a déjà perdus. Voilà. Vous allez venir gratter. Autre possibilité, vous êtes, je vais dire moins sympa, mais je pense que c'est pas vrai. La manipulation, c'est quelque chose de particulier qui n'est pas forcément connoté négative. Soit vous pouvez venir utiliser ces biais pour venir améliorer les choses. Je prends un exemple que j'ai vécu. Je suis passé dans une équipe où on avait une personne de l'équipe qui était très, très réfractaire au télétravail, même dans la période compliquée qu'on a pu vivre, et qui du coup refusait que l'équipe fasse du télétravail. On a fait une réunion. Je savais que cette personne, elle était plutôt touchée par ce biais de groupe. Donc, quand si tout le monde est du même avis, bah, je vais venir essayer de me rapprocher de l'avis plutôt que de rester sur son dernier, en fait, sur son explication. Et donc, du coup, au lieu de dire non, je veux pas du tout de télétravail, c'est plutôt ouais, ça serait pas mal qu'on se voit 2 ou 3 jours par semaine. Voilà, les deux façons d'utiliser les biais cognitifs derrière. Si vous n'aimez pas la manipulation, ne le faites pas. D'accord. Derrière, apprenez. Alors, le son a été coupé à Bertrand pendant un moment, donc je pense qu'en effet, nous avons eu un coup de l'inquisition espagnole, comme nous dit Édouard. Alors, sinon, des questions sur est-ce que tu as des livres à nous conseiller? Il y a Nicolas qui nous dit vous allez commettre une terrible erreur de Ossiboni, par exemple. Ouais. J'aime beaucoup. Est-ce que tu en as d'autres? Ouais, si vous regardez un peu le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, il parle justement de certains de nos biais cognitifs et dont les coûts irrécupérables, par exemple, et qui vont les mettre un peu plus loin, justement, utilisés par des chercheurs, comment ils ont fait pour créer des expériences dessus. Et comment ça fonctionne un peu dans notre tête. Moi, j'aime bien celui-là. Et après, il y en a un livre que j'en ai pas encore vu, mais de manière générale, cherchant un peu les livres sur la manipulation, parce que cette manipulation, justement, vont essayer de toucher ces biais cognitifs de manière à ce que, du coup, la personne va prendre une décision sans se rendre compte qu'elle prend une décision irrationnelle. Et là, du coup, c'est parfait en tapant sur le biais cognitif. Et du coup, vous pouvez regarder 2-3 trucs. Et il me semble qu'il y en a un autre de Fabien Olicard, mais je ne connais pas son nom au livre, qui est sorti il y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas lu encore. Ok. Merci pour ces précisions. Alors, on a des questions sur Marion qui est arrivée un petit peu tard, qui voulait savoir comment ça se passe. On a en effet, on tente d'enregistrer les conférences et de voir si on peut ensuite les remettre à disposition sur notre chaîne YouTube, mais ce sera de toute façon pas cet été, ce sera sans doute à la rentrée. Après, je suis persuadé que Bertrand sera très content de discuter un petit peu avec toi, Marion, si tu as des questions spécifiques. Gauthier nous demande, utiliser les biais pour améliorer, est-ce que c'est de la manipulation? Oui. Alors c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que manipulation, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Ceux qui ont déjà lu le petit traité, justement, je trouve leur définition très intéressante. Ils opposent la manipulation au pouvoir. Donc soit j'ai un pouvoir sur quelqu'un et quand je lui dis quelque chose, il va faire les choses, soit j'ai pas ce pouvoir et du coup je vais devoir négocier, manipuler pour essayer d'atteindre quelque chose. Et donc, je pense sincèrement que faire de la manipulation pour essayer d'améliorer des choses, améliorer des façons de penser et ouvrir l'esprit de certaines personnes, c'est de la manipulation positive. Mais après, ça, pour le coup, ce n'est qu'une opinion. Ok, super. Je pense que c'est un petit peu tout au niveau des questions. N'hésitez pas à vous rapprocher, comme je le disais, de Bertrand. On va le remercier énormément
pour sa performance aujourd'hui. Et un petit rappel, vous savez que nous avons le site Rôti Express. N'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a plusieurs endroits dans la carte pour trouver le rôti. Sinon, ils sont disponibles sur le planning de la journée pour que vous puissiez aller lui laisser un feedback sur ce que vous avez pensé de sa session et le temps, le retour sur le temps que vous avez investi passé avec lui. Merci beaucoup, Bertrand. Si jamais vous ne voulez pas courir jusque-là, je viens de le mettre dans le chat. Super. Donc merci Bertrand, bon appétit à tout le monde et on vous retrouve dans l'amphithéâtre à 13h15 pour les pitchs de l'après-midi et puis pour encore une après-midi bien chargée. Si vous avez des problèmes techniques de connexion ou autre, nous avons toujours, là on va prendre notre pause, hein, les organisateurs, mais il y a toujours quelqu'un à l'accueil qui est là pour vous aider s'il y a des petits problèmes de son, de connexion, de choses comme ça. On a des solutions pour tout. Voilà. Allez, bon appétit. Puis Bertrand, je te laisse discuter avec les gens dans le chat si tu souhaites. Top, merci beaucoup et bon appétit.